Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai un immense plaisir aujourd'hui de vous présenter et d'échanger avec Kamel Menour, le galériste qui aujourd'hui est à la tête d'un certain nombre de galeries en France et en Europe, l'un des grands pontes de l'art contemporain. Et il va nous donner envie probablement de nous lancer dans des nouvelles collections. C'est un vrai entrepreneur pure souche qui est arrivé d'Algérie à l'âge de 2 ans, qui a vécu dans des conditions très modestes et qui s'est lancé tout seul dans un milieu qu'on pourrait dire assez hostile et qui nous prouve aujourd'hui qu'on peut vraiment arriver quasiment à tout avec de la volonté, du travail et de la motivation évidemment. J'espère que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à m'en faire vos commentaires. Il est un peu plus court que d'habitude. J'ai dû réussir à me glisser dans l'agenda surchargé de Kamel. N'oubliez pas de vous inscrire à Génération Do It Yourself sur iTunes, sur SoundCloud, de laisser vos notes, 5 étoiles bien évidemment. Ça m'aide beaucoup pour mettre en avant ce podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute de Génération Do It Yourself, l'épisode 13 avec Kamel Menour et votre serviteur Mathieu Stéphanie. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui chez Kamel Menour avec donc Kamel Menour dans la galerie du 8e arrondissement. Bonjour Kamel. Bonjour. Kamel, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Voilà. Donc Kamel Menour, galeriste parisien et londonien. Nous sommes actuellement à la galerie du 8e arrondissement, parce que nous avons la rive gauche et la rive droite. D'accord, merci. Donc, toi, tu as un parcours assez atypique. Tu n'as pas fait d'école d'art, tu n'as pas fait. Je crois que d'ailleurs, tu n'es pas né en France, si ? Non, je suis pas né en France. Tu es arrivé assez jeune avec tes parents ? À 2 ans. À 2 ans, très bien. Avec un bagage. Tu as des parents qui connaissaient un peu l'art contemporain ou Pas du tout. D'accord. Pas du tout, oui. Tu t'es fait tout seul dans ce milieu ? Oui. D'accord. Oui. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment on peut j'ai l'impression que c'est un milieu, nous qui sommes plus de la tech, qui semble de l'extérieur assez fermé. Oui. C'est le cas déjà ? C'est effectivement un milieu extrêmement fermé, assez cloisonné, où en fait il y avait jusqu'à très peu de temps, jusqu'à une quinzaine d'années, une sorte un certain entre-soi. Et je suis arrivé tout à fait comme une sorte de boule dans un jeu de quilles, en me disant que j'étais fasciné. Je dévorais des biographies de grands galeristes, des biographies d'artistes. Donc en fait, c'est tout à fait par hasard, en me disant que après une maîtrise d'économie, donc j'étais pas du tout prédestiné à ce monde, à ce milieu, à ce contexte que je regardais avec des yeux ronds, en me disant que c'est vraiment ce que je souhaitais faire. Donc après toutes ces lectures, je suis rentré à l'intérieur sans aucun respect, en me disant que j'étais un petit peu le brigand ou le malfrat, mais que j'allais faire mes classes et que je ferais tout pour devenir le meilleur. Et comment on t'a regardé à ce moment-là ? Toi, en fait, il y a eu pas mal d'étapes, j'ai l'impression. Mais quand tu rentres là-dedans, il faut que tu gravisses des échelons. T'as eu un succès relativement immédiat. En fait, j'ai ouvert une toute petite galerie rue Mazarine, donc dans le 6e arrondissement. Cœur de là où tout se passe. Ouais, effectivement, il y avait autour de moi un tas de grands galeristes et grands marchands d'art contemporain, mais surtout d'art moderne et d'art primitif. Et donc, au début, les gens devaient se dire, mais tiens, une petite galerie. Il y avait j'étais pas un encombrant, j'étais pas celui qu'on voulait dégommer, puisque bon, j'étais une des petites particules du paysage. Mmh. Mais très rapidement, je m'étais dit que j'avais envie de faire des choses pertinentes, en tout cas des choses particulières, des choses qu'on ne voyait pas ailleurs. Et le parti pris que j'ai eu dans les années fin 90, en 99 exactement, ça a été de présenter un moment où il y avait très peu de photographies à Paris, de montrer un programme
de photographes et surtout de grands photographes. Donc assez rapidement, on a présenté 6-7 expositions par an, des plus grands, Danny Lebovitz, Peter Beard, Roger Baleine, Steven Shore, Martin Parr, voilà. Et Araki, Moriyama. Voilà. Alors, je vais avoir plein de questions là-dessus, évidemment, mais de savoir comment tu arrives à aller chercher ces gens-là. Mais avant ça, cette première galerie, si j'ai bien compris, tu viens quand même d'un milieu très modeste. Oui, très modeste. Très modeste, hein, je crois. Et en plus de parents divorcés, donc tout seul avec ta mère, qui élevait combien d'enfants ? 3 enfants. 3 enfants. Enfin, comment tu ouvres une galerie rue Mazarine ? Enfin, comment tu trouves l'argent ? C'est quoi ? Enfin, comment t'as saisi cette opportunité ? Déjà, en fait, j'ai plus l'âge d'être avec ma mère, donc effectivement, j'ai été élevé par ma mère, qui a quitté mon père quand j'avais 14-15 ans. Mais donc, j'ouvre cette galerie quand j'ai 32-33 ans, donc 7-8 ans après d'être sorti de la fac, j'ai eu des petits boulots avant de me dire qu'il fallait que je me lance. Et à 32-33 ans, il fallait que quelque chose se passe, que je voyais tous mes copains qui avaient fait 3e cycle et qui avaient fait de DESS et qui rentraient de l'HEC ou bref et autres et consorts et qui commençaient à travailler dans les cabinets d'audit, chez des grands avocats et qui étaient petites mains mais qui avaient déjà... Alors que moi, je continuais après ma fac à avoir des petits boulots quoi. Voilà, des petits boulots d'étudiants dans ce milieu qui n'était pas mon milieu. Donc tu avais pas d'argent de côté ? Non, j'avais très peu en tout cas. Quand j'ai ouvert cette galerie, c'est une galerie qui m'a coûté de tête 70 000 francs de l'époque. Donc 10 000 euros. 10 000 euros, ouais. 70 000 francs de l'époque et le loyer en cours à suivre. Voilà. Donc un coup de peinture, on était parti. D'accord. Et 10 000 euros, c'est vrai que ça paraît pas tant que ça aujourd'hui pour une galerie rue Mazarine. Enfin, on se dit quand même, j'aurais pensé d'autres montants. Mais c'était aussi une autre époque. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait quand même un peu plus. Et puis surtout, toi, t'avais pas de nom, quoi. Alors, enfin, je veux dire, t'arrives. Ouais. Alors, en plus, il y a aussi tout un sujet là-dessus. Peut-être qu'on y reviendra, mais aujourd'hui, on dit Kamel Menour. Je crois quand même, pour ceux qui sont pas familiers avec l'art contemporain, une vraie notoriété, quelque chose dont je crois que tu peux être très fier. Mais je veux dire, en plus, quand t'es en 95 99, ouais. Tu Kamel Menour, ça t'aide pas trop, je pense. Rien que la consonance nord-africaine, ouais. c'est pas... Ouais. Bon, c'était déjà presque peut-être exotique. J'ai appréhendé un petit peu le démarrage, que j'appréhendais doublement. J'appréhendais parce que on ouvre une galerie, on sait pas trop comment ça se passe. Et j'appréhendais un tout petit peu parce que je me disais, Kamel Menour, ça va pas être... comment ça va être perçu ? Donc au début, la galerie a été ouverte sans aucune sans étiquette, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le nom de la galerie. C'était une galerie d'art, point barre. Et au bout d'un moment, je crois que ça a duré 1 an et demi, j'ai revendiqué de manière tout à fait comme tout le monde, je vous dirais, d'appeler la galerie Kamel Menour. Voilà. Et on avait déjà fait peut-être 2-3 expositions. On avait montré, je crois, Larry Clark, qui est ce grand photographe américain, Araki, Pierre Molinier, l'artiste mort. Donc on était dans la photographie moderne et la photographie contemporaine. Et au bout d'un moment, je m'étais dit, voilà, je vais revendiquer mon nom comme si je m'appelais Pierre Jean-François Perrin ou voilà. Et donc tu réunis ces 10 000 euros, tu les avais à peu près, ou tu avais réussi à les mettre de côté? C'est quelque chose que non, parce qu'il fallait aller très vite. Prêter de l'argent, Ouais, je me suis fait prêter de l'argent, mon frère et ma mère à l'époque. Il fallait aller très vite puisqu'en fait c'était un système de tontine. Il fallait donner l'argent à la personne qui me présentait le propriétaire. Et donc c'était une manière de rentrer une sorte d'avaloir ou voilà. Et t'as dû les convaincre, ils étaient convaincus, ils croyaient en toi, comment? Non, parce que on est une famille très soudée et je pense que dans toutes les familles, c'est une grosse somme et pas une grosse somme. Quelque part, à la limite, on perdait 10 000 euros. Ouais. C'était beaucoup et pas beaucoup d'argent. Ouais. Voilà, donc quelque part, j'étais tellement excité et j'avais tellement ce projet d'ouvrir une galerie que ça aurait été trop dommage. Et tu l'as trouvé comment? Tu te souviens? Cette galerie, Ouais, c'est un colleur d'affiches qui m'en a parlé, parce que je fantasmais. Je disais tout le temps qu'un jour, si je trouvais un espace, ça aurait pu être à République, dans le Marais, à Aubervilliers,
J'avais envie d'un endroit. Et là, il s'est trouvé que cet espace était fermé depuis 18 mois. D'accord. Donc, le propriétaire faisait jouer la clause de résolution de bail. C'est-à-dire qu'il virait le locataire précédent. Et c'est ce locataire qui, pour récupérer un peu de sous, récupérait ses 70 000 francs et me présentait l'artiste. Lapsus, au propriétaire. D'accord. Et du coup, c'est quand même une sorte de coup de chance aussi que ça a été dans ce coin-là, rue Mazarine, enfin, plus qu'Aubervilliers, non? Ouais, mais je crois beaucoup à ça. Je pense que malgré tout, on provoque la chance et il s'est trouvé que c'était un espace qui se libérait rue Mazarine. Ça aurait pu être effectivement, et j'aurais peut-être eu une carrière complètement différente. Ça aurait pu être à Montreuil, ça aurait pu être, je sais pas, mais en tout cas, il s'est trouvé que pour moi, c'était un terrain de connaissance. J'ai fait mes études au Panthéon, donc je connaissais un petit peu. Je me disais, tiens, c'est drôle. Je connaissais très peu les galeries du quartier. J'étais plus à visiter les galeries du Marais, mais je m'étais dit, bon, voilà, c'est ici, et à moi d'y aller maintenant. Et du coup, toi, là, tu te retrouves 99, t'as ta galerie, et t'as pas d'artiste. Zéro artiste. Ouais. Et donc du coup, là, tu te dis, bon, ok, je vais aller en chercher, quoi. Ouais, là, pendant 5-6 mois, j'ai dû présenter des artistes de la butte Montmartre, sans aucune, il y a rien de péjoratif, c'est ce que je pouvais présenter de l'époque, et à partir de, donc c'est fin 98, donc novembre jusqu'à avril, et mai, on fait notre première exposition de photographie, Yann Saodek. J'ai regardé vers l'affiche qui était un collector, et c'est à partir de ce moment-là, je fais une programmation au jour le jour, du mois suivant le prochain mois. Et sur cette période de novembre à mai, tu fais des ventes, tu gagnes de l'argent, rien du tout? Ouais, on survit, on vend peut-être, j'ai pas le souvenir, mais on a dû vendre peut-être 1 ou 2 pièces par mois qui nous permettaient de payer les frais, le téléphone, le loyer. Je crois qu'on payait 15 000 francs de l'époque de loyer. C'est pas mal. C'était 15 000 francs, 15-16 000 francs même. Donc en vendant une ou 2 pièces, ça nous permettait de payer le loyer, parce que le truc, c'était de payer le loyer. Il fallait ne pas rater l'échéance, parce que sinon, on perdait le bail. Et toi, quand tu vas voir un artiste à ce moment-là, tu lui promets rien de plus que de le pousser. Tu lui achètes rien, tu le payes pas. Non, on pouvait pas. Ce que je lui vendais, entre guillemets, c'était cette idée de présenter une exposition la plus belle possible à Paris. Donc c'était Paris que je vendais. Paris était une sorte d'aimant pour les photographes. La photographie était très peu montrée. Il n'y avait pas encore le salon Paris Photo, qui était un salon qui est devenu très très important. Et donc on était au balbutiement. On a anticipé. C'est peut-être aussi un peu de chance, c'est trouver un peu le médium qui allait devenir un des médiums les plus importants de la création. Voilà. De l'instinct. J'ai lu quelque part, alors je crois que c'est une de tes amies qui est artiste, Katerina Jeb, c'est ça, qui dit que tu es un primate dans ton... He's a primate, c'est ce que j'ai vu dans ton acuité instinctive. Alors peut-être que là-dessus, tu avais senti quelque chose, je sais pas. Peut-être qu'il y a une part d'intuition, d'anticipation. Je crois beaucoup à cette... le terme exact, j'ai un mauvais accent allemand, le Zeitgeist, l'air du temps. J'ai trouvé le truc là qui fait que le capturer, en tout cas, être dans ce petit moment qui est juste avant la musique. C'est un mot que j'entends pas souvent, mais figure-toi que là, j'ai travaillé pendant 6 mois à New York dans une société de distribution de films qui s'appelle Zeitgeist Film et qui distribuait des films indépendants. Voilà. Comme quoi. Et c'est vrai que je pense que dès le début, tu dois avoir énormément d'instinct, j'imagine, parce qu'aujourd'hui, ça a changé, on y reviendra tout à l'heure, mais aujourd'hui, quand Kamel Menour présente quelque chose, il y a quand même un effet Kamel Menour. Au début, il n'y a pas du tout d'effet Kamel Menour. Non, c'est Paris. C'est vraiment Paris. D'accord. En fait, quand je prends l'avion, ça me coûtait, produire une exposition, c'était un billet d'avion, pour aller rencontrer l'artiste. Pour aller à Tokyo. On voyageait bien entendu en classe éco. Je partais souvent avec ma femme. D'accord. Et on partait, on allait séduire Araki pour lui dire que Paris l'attendait. Mais tu vas avec un interprète? Non, parce qu'en fait, on anticipe bien entendu ce voyage, on n'y va pas comme ça.
Vous connaissez peut-être Araki, effectivement, il parle pas du tout anglais, mais il a son agent qui parle anglais mieux que moi. D'accord. Donc on prépare, à l'époque il y avait des fax, on prépare les visites, hein. On avait fait la même chose avec Larry Clark, on a fait la même chose avec Stephen Shore, ça se prépare par fax et on arrive le 26 du mois, le 28 ou le 32, ou je sais pas, et on va parler d'un éventuel projet. Donc c'est comme ça que nous faisions. Je faisais puisque maintenant je dis nous parce qu'on est plusieurs, mais à l'époque j'étais seul. C'est ce que j'allais te demander. C'était ta femme et toi, nous? Même c'était pas. Toi. Annika m'accompagnait pour les voyages, mais la galerie c'était elle finit les études, mais elle était architecte, oui, voilà. D'accord. Elle bossait. Et donc voilà en fait comment donc il y a une dimension un petit peu essayer de trouver comment on fait pour se frayer un chemin. D'accord. Et donc le premier, tu le convaincs, tu y vas. Ça c'est hyper important, j'imagine, dans la démarche. Oui. Tu lui dis on y va banco. Oui. Et là tu dois quand même investir, soit pour de l'impression, du transport, des choses comme ça. Ça coûte quand même un peu d'argent. Qu'est-ce que ça a coûté? Ça a coûté le coût du transport, effectivement. Donc les photographies voyage à plat, donc c'est pas très très important. À l'époque il y avait déjà FedEx, donc ça coûtait un coût de transport. Il y a effectivement les cadres, donc admettions que Araki nous laissait en consignation 20 photos, on en encadrait 12, hein, parce qu'on les gardait, celles qui n'étaient pas... parce que la galerie était assez petite, on les gardait en réserve, et si on vendait, on faisait encadrer au fur et à mesure. Donc il fallait qu'on avait une économie très... on était très à cheval sur le moindre sou, hein, parce que un cadre, ça coûtait quand même déjà 300-400 francs. Donc il fallait faire attention, on faisait attention à tout. Ce qui aujourd'hui, littéralement, j'imagine, si je connais un peu de loin ton business, mais au moindre coup, tu repeins toute ta galerie. C'est vraiment des choses qui sont des dépenses courantes. Quoi. Et au début, c'est vraiment des investissements. On repeignait nous-mêmes. Ouais. Ça fait partie d'un parcours. Hein. Aujourd'hui, on repeint chaque expo. Ouais. Chaque expo, il y a un peintre qui vient repeindre pour que la galerie soit complètement nette. À l'époque, nous, on accrochait nous-mêmes et on repeignait nous-mêmes. Et là-dessus, alors, tes premières ventes, on va dire, un peu sérieuses, ça arrive dès le début aussi, en mai Ouais, en fait, on a eu vraiment le vent en poupe, la photographie démarrait. Donc, quand on a la chance de faire les photographes dont je vous parlais, les Bovitz, je crois que vous vérifierez sur notre site internet. Ouais. Mais c'est très vite, hein, c'est 2000-2001, Araki, c'est 2000, je crois. Larry Clark la même année, on montre Stephen Shore en 2002, je crois. Donc un tas de photographes très importants qui étaient pratiquement jamais montrés à Paris, et donc les gens venaient voir ces artistes. Ils venaient pas voir Kamel Menour, ils savaient même pas qui nous étions. Et quand est-ce qu'il y a eu ce shift? Quand est-ce que t'es devenu Kamel Menour? Alors, je pense que effectivement, on a donc été intégré à la FIAC assez rapidement, je crois en 2000 ou 2001. Grâce à la photographie, puisqu'il y avait très peu de galeries de photos. Et je pense qu'au bout d'un moment, j'ai eu le sentiment de réciter une leçon comme une sorte de singe savant, en me disant que j'alignais les expositions monographiques de tel ou tel photographe. Et au bout d'un moment, j'ai eu le sentiment de tourner en rond, en tout cas de raconter une histoire complètement connue et sue. Donc j'ai eu la volonté de changer, mais radicalement. Et en 2004, je crois, 2003-2004, il faudrait qu'on vérifie sur mon site internet, parce que c'est assez bien noté, je décide de faire de l'art contemporain. C'est-à-dire que de continuer la photographie, mais d'accueillir de très jeunes artistes. Je reviens juste sur la FIAC, donc Foire internationale de l'art contemporain, qui est à Paris au Grand Palais. Ça date de quand, tu sais à peu près, la FIAC? Tu parles de 2001 pour toi, mais je crois que c'est 40 ans, je crois. D'accord. Ouais, voilà. Et donc en 2001, c'est déjà un événement super majeur. Ouais. Donc toi, quand même, rentrer là-dedans, pour toi, c'est un premier déclencheur. C'est vraiment un événement énorme pour nous, mais même, je vous dirais, parce que pour le petit milieu, puisque à l'époque, je crois que pour rentrer à la FIAC, il fallait 7-8 ans d'existence. D'accord. Et nous sommes rentrés, je crois, après 1 ou 2 ans. Donc, c'était l'année des One Man Show, je me rappelle. C'était cette année où, en fait, la FIAC, qui était à la porte de Versailles, invitait chaque galerie à présenter un seul artiste.
et nous avons été pris en... Je me rappelle, c'était assez amusant. On a été pris au rattrapage, voilà. D'accord. Le premier dossier avait été refusé avec un photographe ou artiste dont je tairai le nom, c'est pas très important. Et on avait été récupéré en rattrapage avec le projet de Peter Beard. D'accord. Voilà. Et j'ai un souvenir assez ému de ce moment-là, parce que j'avais appelé la directrice de la FIAC à l'époque en lui disant qu'éventuellement, s'ils avaient encore de la place, je pouvais repostuler avec un nouveau projet, parce que je venais de déjeuner avec un photographe, c'était Peter Beard, qui m'avait soumis l'idée qu'éventuellement il pourrait faire quelque chose. Donc lui était à des années-lumière de se dire qu'il fallait postuler. Pour lui, Peter Beard en expose. Hein. Ouais. Donc j'ai présenté son projet et quelques temps plus tard, un mois plus tard, je crois que j'ai reçu une réponse positive qui me donnait la possibilité d'exposer avec l'impossibilité de présenter un autre projet que celui de Peter Beard. Donc j'étais pas choisi sur Kamel, mais j'étais choisi sur Peter. Alors c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a une suite, parce que là tu nous racontes donc 99 l'ouverture galerie, 2001 à la FIAC, 2004 tu revois un peu, te repositionnes. Je crois que 2007, tu vas nous le dire après, j'ouvre rue Saint-André-des-Arts. Voilà, et ouais. Tu es admis à la FIAC en tant que board member, je sais pas comment. Board committee, ouais. Board committee, ouais. etc. Donc en fait, il y a toute une période de ta vie où donc tu es arrivé en France, tu as fait tes études déjà, tu as fait de belles études, en venant d'un milieu modeste, etc. Finalement, entre la fin de tes études et tes 31, 32 ans, t'as pris le temps, et puis tout d'un coup, on a l'impression que tout s'enflamme quand même super vite. Et il s'est passé quelque chose, je veux dire, comment t'analyses ça, le fait que... alors, est-ce qu'avant, ça allait super vite, mais tu venais de loin, donc fallait que ça vienne, ou là, on a l'impression qu'en fait... de 99 à 2007 et jusqu'à maintenant d'ailleurs, parce que t'es quand même tout en haut maintenant. Non, mais je pense que en 99, je comprends, en tout cas, je me dis que j'ai plus de temps à perdre et que des gens de ma génération avaient déjà peut-être 5, 6, 7 ans, 8 ans en tant que stagiaire ou en tant qu'assistant en galerie. Moi, j'arrive, comme je vous disais, comme une sorte de balle dans un jeu de quilles. Je me dis, il faut que ça pulse et il faut que j'y aille vite parce que je pourrais pas attendre. J'avais déjà 32, 33 ans. Et moi, j'avais déjà cette envie depuis 24, 25 ans après la fac. Je savais déjà que je voulais devenir galeriste. Je savais pas quand est-ce que ça allait arriver, ce moment. Donc, c'est difficile de dire, là, j'ai plus de temps à perdre. Là, j'y vais à la hache, hein. J'ai très envie, je lis, je rencontre des artistes, des journalistes, des commissaires d'expédition, tout ce que je peux rencontrer pour un petit peu récupérer entre guillemets le temps perdu. Et c'est parti, d'accord. Et il y a eu, tu crois, un déclic, un élément déclencheur, ou c'est venu vraiment plus cet élément, c'est de trouver la galerie, c'est tout ou... Je pense que ça a été une des bases de cette. À partir de ce moment, je me dis. Là, t'as plus d'excuses. Il faut y aller là. Il faut que tu puisses tout faire. En tout cas, tu pourras rater, mais en tout cas tout faire pour que tu puisses avancer. J'avais une idée assez précise. J'avais vraiment cette boulimie, cette envie. Moi, je pense que c'était irrépressible. J'aurais pu mal tourner si j'avais pas fait ce truc-là. Mais il semble que tu l'as toujours, non ? Ouais. 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 Et du coup, alors c'est trop tôt pour demander les prochaines étapes, mais je veux dire, parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de chemin de fait, mais tu crois que tu l'auras toujours, ou il y a un truc que tu veux atteindre ou... Non, mais j'ai une idée un peu précise de ce que j'aimerais atteindre. Je pense qu'on vit de désir et d'enthousiasme, d'envie, d'excitation, de bulles un petit peu culminant. Et j'ai une idée un peu précise dont je parlerai pas parce que voilà, c'est pas très important, mais j'ai une idée de ce que j'aimerais continuer à faire. Mais en fait, j'ai toujours ce feu sacré le matin, en me disant que après avoir déposé mes enfants, j'ai envie, quoi. Il y a toujours des choses à faire. Quand t'es galeriste, tu fais un peu de conciergerie, tu fais de l'assistanat, de l'accompagnement, il faut être la bonne oreille, il faut déclencher, provoquer, excuser. Et t'as une équipe aussi autour de toi. Je l'ai bien vu, c'est ce que je te disais tout à l'heure en parlant avant. C'est la deuxième fois qu'on se voit, nous. La première fois, tu l'as probablement oublié, mais moi, je t'ai vu justement à la FIAC il y a quelques années, où je suis arrivé sur le stand. C'était un moment où il y avait, je crois que c'était devait être les jours pré-ouverture. En tout cas, il y avait personne quasiment. Et t'es arrivé, me présenter des choses et directement. Tu peux avoir, j'ai l'impression, un rôle de vendeur aussi.
on voit que tu t'endosses assez vite tous les rôles dans la... Ouais. Je pense que être galeriste, c'est effectivement promouvoir, accompagner, vendre, donner tout un tas de verbes qui font que tu as un peu tout ça. Et tu as aussi une équipe. Donc tu as une équipe qu'il faut motiver, qu'il faut mettre dans les meilleures dispositions pour qu'elle puisse donner le meilleur. Et alors parlons un peu de ce business justement, qui en est un. Tu es entrepreneur également. Ton business de galeriste, c'est une grosse partie d'artistique, c'est-à-dire des choix que tu dois faire. C'est essentiellement ça. En tout cas, que tu fais seul, cela. Seul, c'est-à-dire que je prends, bien entendu, j'écoute, je prends tout un tas de positions, de conseils. Je suis vraiment à l'écoute, mais c'est donc il n'y a que moi qui prendra une décision, même si c'est travailler en amont, final, pour dire qu'on va sur ce projet ou on travaille avec cet artiste. Ça, c'est essentiel dans une galerie et c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre galerie et galerie. C'est pas le chiffre d'affaires, c'est, je crois, vous dire, c'est la direction que la galerie prend. En tout cas, par rapport aux expositions, par rapport aux artistes qu'elle réunit, par rapport aux expositions. Donc c'est beaucoup de décisions qui font que malheureusement, et parfois je me dis tiens, je devrais un peu plus m'occuper de ça, je m'occupe de moins en moins de la dimension commerciale. D'accord. Et parce que ça, en plus, c'est souvent difficile dans les métiers, que ce soit artistique, créatif, même plus largement. On mélange pas. Je prends une rédaction dans un journal, je prends dans la musique, on a la prod, la distribution, l'artistique, etc. Là, tu mélanges tout quand même un peu, hein. Oui, je dois être. Donc, on fait très souvent des réunions, que ce soit des réunions de programmation ou des réunions de vente, des réunions d'arbitrage, parce que il y a des œuvres que nous souhaitons, en tout cas on essaie de présenter ou de vendre qu'à des musées, donc D'accord. Il y a un peu de tout ça, c'est-à-dire que c'est vraiment une appréciation par rapport à une position, à comment on construit la galerie avec les artistes, pour les artistes. Et t'as une sorte de réseau de scouts, comme on pourrait dire en anglais, de gens qui te disent tiens, j'ai un nouveau gars, j'ai une nouvelle voilà, et c'est ça. Bah oui, c'est tellement important, ces scouts, c'est un foot qu'on des scouts. Donc j'ai quelques amis commissaires d'exposition ou directeurs de musée qui vont me dire par exemple tiens, on vient d'accueillir l'exposition de un tel, tu devrais peut-être regarder, tu vois, donc ou viens voir l'exposition, tu vois, et c'est souvent en fait des artistes qu'il faut redécouvrir ou des artistes émergents. Et c'est exactement le type de point vers lequel je tends, émergent ou à redécouvrir. Parce que là-dedans, en effet, j'ai l'impression que dans tes artistes, tu as des Buren, tu parles d'Annie Leibovitz, de gens qui étaient déjà connus avant. Très connus. Donc tu as une sorte de mélange de gens qui sont très connus, qu'il faut que tu convainques de venir avec toi, c'est pas forcément évident. Surtout que certains doivent avoir des caractères d'artistes, j'imagine. Très souvent. D'accord. Et puis d'autres que tu vas vraiment chercher et sortir du marasme, enfin un peu de la non connaissance, c'est-à-dire du moins de la non reconnaissance plutôt du public, de l'audience. Et ça, je pense qu'on a sorti vraiment plusieurs des très jeunes artistes qui sont devenus artistes très très identifiés, reconnus. Référence à Camille Enrault, Latifa Eshach, Mohamed Bourouissa, Alicia Quad, Lily Reynaud-Dewar, je pourrais en citer. J'en mettrai un certain nombre sur les notes du podcast. Et il y en a un que t'es plus fier que d'autres d'avoir, je sais pas, évidemment c'est pas évident parce que tu représentes beaucoup de monde, mais est-ce qu'il y en a un que t'es allé chercher très loin, il y en a un qui peut ressortir un peu, ou un des premiers, je sais pas. Oui, je vous dirais peut-être une artiste française de chez nous là qui est devenue une artiste très importante, qui a une actualité dans très peu de temps là, dans une quinzaine de jours, Camille Enrault, qui va investir tout Palais Tokyo. Donc c'est assez formidable pour elle de savoir que on a démarré il y a une douzaine d'années, je crois, et elle était inconnue. Elle sortait elle a fait les Arts Déco, et on a fait les premières expositions ensemble. Et là, elle investit tout le Palais Tokyo. Donc ça, c'est assez formidable.
Et il y a eu des fails, des grosses foirades, je veux dire. Ah bah oui, on a raté plein de trucs. Il y a des artistes qui nous ont quittés. Hein. Bon, ça fait partie de la carrière d'une galerie. On essaye. Hein, et on n'est pas infaillible. Hein. On peut rater, ne pas être la bonne crèmerie. Au bout d'un moment, tel ou tel artiste peut se dire, bah tiens, il est pas au niveau, ou il est pas bon. Voilà. Et quand tu arrives à ce niveau-là où tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux encore rater ? Je veux dire, ça vous arrive encore ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Il y a quand même du coup un peu le serpent qui se mord la queue aussi. Hein, on a un petit peu plus d'expérience qu'au début. Moi, je sais qu'on a eu 2-3 artistes qui nous ont quittés, je crois, deux artistes, dont un peu plus brutalement que le second. Et c'était peut-être faute à un manque d'expérience, un caractère un peu difficile de l'artiste, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça nous arrivera, si ça arrive, et j'espère que le plus tard possible, ou même pas du tout, mais peut-être que ça sera d'autres facteurs qui seront mis en cause. Peut-être que, voilà, on a un peu plus de bouteilles. Et il n'y a pas de mercato d'artistes. Je veux dire, tu passes pas chez ton confrère concurrent parce qu'il te propose un meilleur taux de je sais pas quoi, ça se fait pas. Tu vas pas piquer chez tes confrères. Non, on essaye il y a une espèce de déontologie, ou en tout cas, maintenant, il suffit qu'un artiste rencontre un autre galeriste, et qu'au bout d'un moment, voilà, c'est comme une histoire humaine. Hein. Tu vois, il peut y avoir un mari qui va essayer de séduire la femme d'un de ses copains, ou ça peut arriver, hein, c'est pas tout le temps, mais ça peut arriver, c'est la vie. Ça se respecte bien, je veux dire, on n'est pas dans... non, parce que tu pourrais être tenté, je veux dire, si toi tu allais chez un de tes concurrents directs, je citerai pas ici, ça sert à rien, mais aller comme le PSG, je crois que tu es un grand fan de foot, ce qui doit être aussi quelque chose d'assez unique dans ce milieu, mais aller gratter Neymar quelque part, quand tu vas chercher un très gros nom en face, au-delà de ce que ça peut t'apporter pour la galerie, ça peut t'apporter aussi d'autres artistes qui viennent. Bon, après, les derniers artistes qui sont venus nous voir, qui nous ont rejoints plutôt, Hugo Rondinone ou Philippe Parreno, sont venus eux-mêmes. D'accord. C'est-à-dire que il y a un contexte un peu plus favorable qui font que ces artistes se sentaient un peu plus à l'aise, ou peut-être plus en confiance chez nous que chez un de nos confrères. Il y a de ça, il y a des désirs qui sont réciproques. Hein. Peut-être que un artiste d'une autre galerie sera amené à vouloir rentrer chez nous. Comme je vous dirais, peut-être qu'à terme, ou même demain, on ne sait pas, hein, un de nos artistes dira, bon, j'ai fait le tour avec vous, j'ai envie d'aller chez l'autre. D'accord. Et comment on le fait on le fait, alors celui qui vient, c'est probablement plus simple, mais les autres, comment on les fait signer ? C'est quoi ce qui fait la différence ? C'est l'approche artistique, c'est le cachet, c'est... Ouais, je pense que c'est un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est la réputation. C'est qu'est-ce qui fait que un tel a envie d'aller chez toi. C'est le fait qu'il y a un contexte. Je parlais de plateforme. C'est la réunion d'un certain nombre d'artistes qui font que un autre artiste se dise, mais je me sens plus à l'aise chez Pierre que Jacques que Paul. Et peu d'éléments contractuels. C'est pas une négo. Malheureusement. Ça, mon avocate que j'ai depuis une dizaine d'années ne comprend pas, parce qu'elle est spécialisée en propriété intellectuelle, et qui me disait, c'est incroyable, que dans votre industrie, elle s'occupe beaucoup de musique, où tout est hyper contractualisé, alors que chez nous, en fait, on se serre la main et on déjeune ensemble. Donc alors que les sommes sont extrêmement importantes. Et c'est quoi justement le modèle économique du coup là-dessus ? Il y a un split à peu près de marché, tant pour l'artiste, tant pour le... Bon, ça peut être de 50-50, 50% pour la galerie, 50% pour l'artiste. Ça peut être 60-40, 60 l'artiste, 40 la galerie. Il y a souvent en fait les frais de production qui sont à la charge de la galerie. D'accord. À la charge de la galerie de produire des expositions dans les musées, et ensuite essayer de les vendre et de récupérer son argent. D'accord. Donc, à part égale entre l'artiste et la galerie, c'est un petit peu le modèle économique. Sachant que le frais de production dans l'art contemporain, il peut être très compliqué. Ça peut très vite. Ça peut aller très très vite et très haut. Ça peut être dévastateur même. C'est pas comme dans la photo, quoi, où finalement c'est maîtrisé. Ouais. Non. La photo, c'était quoi finalement ? On recevait, il y avait les tirages d'exposition, les tirages qui pouvaient même parfois être que des tirages qui n'étaient pas les tirages définitifs, donc pas beaucoup d'argent. Ensuite, l'encadrement. On mettait 15 clous et c'était fait. Oui. Là, aujourd'hui, parfois, quand on fait Monumenta ou le château de Versailles, c'est ce que j'allais te demander, ça douille. Hein.
C'est ça, parce que le château de Versailles, c'est aussi des choses qui t'ont fait connaître. Je veux dire, Monumenta à plusieurs reprises, des expos au château de Versailles à plusieurs reprises aussi, je crois. Je veux dire, ça c'est énorme, mais c'est aussi un investissement énorme. C'est quoi l'investissement en termes d'image, de notoriété et d'accélération, c'est formidable. Maintenant, il y a une prise de risque maximale. Parce que ça peut aller très très vite, très loin. C'est en centaines de milliers, en millions d'euros Ouais, ça peut être effectivement en millions d'euros. Trouver des mécènes pour t'accompagner, ça va très vite. Les espaces sont tellement hors normes qu'il faut remplir. Les projets des artistes sont souvent en fonction de l'endroit ou du contexte, ce qui fait qu'il va pas installer une petite sculpture comme la sculpture qui est en face de vous là, de 30 cm. Là, quand on expose au Grand Palais ou quand on expose au Château de Versailles, la norme, le curseur, il est déjà tellement démultiplié. Et du coup, là, l'artiste, en plus, tu t'essayes de lui dire, il faut pas que tu dépasses tant, mais lui... Bon, pas trop lui dire. On lui dit, il dialogue avec l'espace. Donc, c'est un cadeau empoisonné. Quand l'artiste accepte une invitation de ce type d'endroit, on sait que ça va douiller, quoi. Ça doit être génial d'être artiste dans ces moments-là, quoi. Mais il y a des moments où tu dois réussir à lui dire, là-dessus, va falloir être un peu moins ambitieux. On a eu, je vais pas citer de nom d'artiste, mais dans ces deux, trois endroits dont on parle là, j'ai eu quelques nuits blanches avec des réunions les jours suivants où il y avait de nouvelles décisions ou des devis qui tombaient avec l'artiste et avec le commissaire de l'exposition, pour essayer de trouver des solutions. Parce que parfois, quand tu reçois une facture de X centaines de milliers d'euros et que tu sais pas comment la payer, tu te dis, comment on va faire? Donc, il faut trouver un mécène, il faut revendre des pièces pour essayer de payer cette facture. C'est un travail de tous les jours. Hein. Et à la fois, le paradoxe, c'est que plus c'est cher, plus c'est monumental, souvent, plus ça fait parler. Enfin, il y a aussi un peu et plus derrière, tu en tires une notoriété et quelque chose d'important. Oui, il y a de l'image, il y a de l'image et c'est surtout pour l'artiste. L'image et pour l'endroit aussi, pour le château de Versailles, c'est formidable. Maintenant, il faut le problème de ce type d'événement, c'est que les privés, les galeries, les mécènes se substituent à l'État. C'est-à-dire que l'État est la force invitante, donc quand c'est le château de Versailles ou le Grand Palais, c'est l'État. Mais il n'y a pas l'argent qui va derrière pour ce type d'invitation. Donc finalement, il y a cette volonté de vouloir être plus beau que ce que ton budget te permet. Et si tu n'as pas les galeries, c'est foutu. Et moi, j'ai une vraie réflexion sur la pérennité de ce type d'événement. Parce que je me dis, est-ce que ça va pouvoir continuer? C'est pas possible. Parce que c'est de plus en plus cher en plus, non? Oui, les endroits sont tellement importants. Tu vois, voilà, le Grand Palais, le Château de Versailles, c'est... Oui. Et alors, c'est peut-être aussi une des... Tu vas répondre sur ce point peut-être à ma prochaine question, mais on a parlé beaucoup de faire venir les artistes. Mais il y a aussi un autre client quand même. Il y a aussi une autre partie. Il y a des clients. Je veux dire, on parle de très gros clients. Je suis pas sûr que dans ce milieu, toi, tu puisses parler de tes clients, mais moi, j'entends parler évidemment des plus grands noms français, de Bernard Arnault, de François Pinault, de gens comme ça, des grosses fondations qui t'achètent beaucoup de choses, des musées aussi. Comment t'intéresses ces gens? Que par ta sélection artistique? Est-ce que toi, tu vas les voir, tu frappes à leur porte, tu leur serres les mains? Non. Je pense que tu fais des dîners? Oui, un peu, mais c'est les deux personnes que tu évoques, elles viennent jamais au dîner. D'accord. Ils s'en foutent. Non, ils s'en foutent. Ils ont de quoi manger. Ils ont un peu de quoi manger. Et on a besoin que d'un déjeuner, d'un dîner par jour, donc ils vont pas les additionner. Non, je pense que ces gens-là, ils viennent que par le fait de ce que tu vas montrer, ta programmation, la pertinence ou la non-pertinence, en tout cas l'intérêt qu'ils vont vouloir apporter à ce que tu présentes. Donc ils viendront, on a très régulièrement des gens qui viennent eux-mêmes ou des gens qui viennent pour eux, leur compte, et qui visitent et qui voient. Au bout d'un moment, parfois, ils demandent le prix de telle pièce, on envoie un mail, une fiche technique et on voit. Après, ça discute. Voilà. Ça se négocie? Ah oui, ça se négocie, toujours. D'accord. Une œuvre d'art, ça se négocie. Ouais. C'est bon à savoir. Ouais. Et justement, c'est quoi la plus grosse pièce que tu as vendue aujourd'hui? En fait, la pièce la moins chère, je crois que c'est une pièce à 200 ou 300 euros. Et aujourd'hui encore, tu vends encore des choses. On a des gravures et des lithos. Je veux rester des photos, donc qui sont des polaroïdes de Haraki, par exemple, que nous présentons, je crois,
500 €, je crois. D'accord. Donc, pour un Polaroid original. Et je crois que j'ai vendu une pièce de Giacometti à pas loin de 2 millions €. D'accord. Voilà. Et Giacometti, donc ce sont des pièces que tu récupères, que tu achètes quelque part et que tu revends? Non, j'ai pas. Non. En fait, nous représentons la fondation Giacometti. D'accord. Nous sommes. Donc depuis 8-9 ans, nous présentons en fait des pièces assez régulièrement, donc des pièces assez exceptionnelles. Et ça, c'est vendu de gré à gré, c'est pas des enchères, hein? Non, nous sommes en fait une galerie de premier marché et de second marché. Donc dans ce cas de figure-là, c'est des pièces que nous avons en fait mises à disposition par la fondation ou par un particulier, et nous les vendons avec une petite commission. D'accord. Et aujourd'hui, justement, donc tu parlais de ces plus petites choses. Si moi je dois acheter, on a pas mal de profanes, je pense, dans les gens qui nous écoutent. Mm-hmm. Je voulais acheter une œuvre. Alors, je vais te demander d'éviter la réponse commune qui est de dire faut se faire plaisir et acheter ce qui nous plaît uniquement. Si on doit acheter une œuvre et si on se dit je veux commencer une collection ou je veux commencer quelque chose en commençant avec un budget qui est le mien. Alors, ok, je veux me faire plaisir, mais après au-delà de ça. Non, mais moi je pense qu'il y a bien entendu la notion du plaisir, mais je pense vous dire qu'elle vient après cette notion de plaisir. D'accord. Je pense qu'il y a vraiment un b.a.-ba, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage et c'est d'une nécessité. Je pense que si tu veux le faire sérieusement, maintenant une collection. Tu peux tout à fait te planter pendant 2-3 ans et ensuite commencer à comprendre. Moi, je conseille souvent des copains qui sont souvent des anciens copains de fac ou qui ont entendu que j'étais devenu galeriste et qui me disent « Tiens, comment on peut faire ?» Je leur dis souvent, en fait, écoute, soit tu le fais d'une manière décorative et te dire qu'une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans, tu vas acheter un truc qui va ressembler à quelque chose par rapport à tes rideaux, soit tu as envie de le faire de manière sérieuse et de comprendre et à terme te faire plaisir. Pendant 1 ou 2 ans, je te conseille d'aller te balader dans toutes les galeries possibles, sans acheter. D'accord. Te balader dans les musées, t'abonner à telle ou telle revue d'art. Et tu peux les citer, les deux, telle ou telle revue d'art? Le Journal des Arts, le Quotidien de l'Art, le Magazine, L'Œil, bref, c'est pas très important, mais en tout cas, d'avoir la possibilité de t'inscrire un petit peu dans de la connaissance. Parce que je pense que tu ne peux pas, comme ça, arriver et te faire plaisir, c'est n'importe quoi. À moins d'être très très riche et d'être conseillé. Sinon, quand on démarre, je pense qu'il faut regarder, passer un peu de temps. Les galeries d'art sont un des rares lieux où l'entrée est gratuite. Il faut y aller. Il y a un effort à prendre et le pli, il se fait dès l'instant où en fait on investit le terrain. Et on essaie de bien comprendre un petit peu ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se fait, ce qu'il ne faut pas faire. C'est un petit peu comme jouer au piano. Faire du piano, si tu n'as pas le côté rébarbatif du solfège, tu ne feras jamais, tu n'auras pas de plaisir. Je pense que l'art, c'est un petit peu la même chose. Comment on peut apprécier cette œuvre de Daniel Buren si on n'a pas un petit peu de connaissance pour savoir quelle a été l'approche de Buren dans les années 60 et qu'est-ce qu'il a été par rapport à l'art de son temps jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est important. Et alors là, par exemple, tu dis, et je pense que c'est très important en effet, qu'on n'ose pas rentrer dans les galeries, je pense. Et tu dis ici, par exemple, il faut rentrer. Alors là, il y a une partie de la galerie qui est en bas. Si on arrive en bas, on va nous proposer de monter très facilement. Après, c'est vous et votre charisme. C'est bien entendu qu'on y a toujours une sorte on est un peu inhibé quand on est une galerie, mais au bout d'un moment, il y a 1 ou 2 galeries avec qui on va se sentir un peu plus à l'aise et on va commencer à discuter avec le galeriste. Et les galeristes ont vraiment envie de voir des gens qui discutent aujourd'hui, d'apprendre, de poser des questions. En tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais refusé la conversation avec une personne qui venait où je sentais vraiment un intérêt, une envie, en tout cas une passion. Moi, je discute à 90% des gens qui vont pas acheter. Je l'ai senti quand je t'ai vu, tu vois, mais c'est vrai. Ensuite, au bout d'un moment, les choses se font. Je pense qu'il y a le tamis de la connaissance se met en place. Et au bout d'un moment, toi, tu deviens un petit peu de ton propre l'acteur de tes envies et de tes choix. Mais je pense que se jeter comme ça sur le premier truc qui vient, et tu peux acheter la première chose. Enfin, tu peux acheter, donc tu le dis, à partir de 500 000 euros des premières choses. Moi, je pense vraiment qu'en allant dans les galeries d'art contemporain, on peut tout à fait
Et moi, j'aime bien cette idée de la jachère. Pendant 1 an, 2 ans, rien acheter. Se dire que j'ai envie de m'intéresser à ce milieu, à ce savoir que je vais me mettre en place. Et je pense que c'est très important, ça. Voilà. 2 petites questions. Si tu avais l'opportunité de donner un conseil à Kamel Menour à 24 ans ou 22 ans à la sortie de la Sorbonne, qu'est-ce que tu lui dirais ? Moi, j'aurais aimé vous dire... peut-être que... parce que je savais lui dire à Kamel... parce que finalement, moi, j'ai perdu 10 ans. 10 ans à essayer de m'accrocher aux branches et me dire... parce que j'avais vraiment une sorte de complexe donc je peux comprendre un peu cette inhibition que peuvent avoir les gens de rentrer dans une galerie, se dire tiens, c'est une sorte de lieu un peu entre soi. J'en parlais tout à l'heure. Je pense qu'en fait, si j'avais pu savoir ce que je sais aujourd'hui à 51 ans, peut-être que je dirais à Kamel à 24 ans, de rentrer dans n'importe quelle des galeries un peu dans le coup et de devenir le jeune assistant à servir le café et à rentrer au plus bas de l'échelle pour avoir la possibilité de comprendre. Je pense qu'en 2 ans, j'aurais compris, moi. Donc finalement, j'ai pris 10 ans avec des sentiers battus, en passant à droite à gauche, en faisant les centres commerciaux, les marchés, tout ce que je détestais, pour avoir la possibilité de provoquer à 33, 34 ans, je m'en rappelle plus très bien, et d'ouvrir cette galerie. Je pense que j'aurais pu l'ouvrir beaucoup plus tôt et avoir plus de plaisir. Et alors du coup, ma dernière question sera très liée à ça, et elle est liée à ma première. On parlait d'un milieu fermé. Est-ce que toi, du coup, vu ton parcours, est-ce que tu as l'impression de l'ouvrir d'une certaine mesure ? De participer en tout cas. Ouais. Et je suis pas le seul. Il y a beaucoup de galeries aujourd'hui qui sont extrêmement ouvertes et accessibles et qui forment de nouveaux collectionneurs et qui font en sorte qu'aujourd'hui c'est un milieu beaucoup moins cloisonné, beaucoup moins hermétique et qui ont la possibilité de faire voir, de faire savoir et de transmettre. Et donc le futur Kamel Menour pourra sortir de chez toi. C'est-à-dire que ça pourrait être sûrement, j'espère. Ce type qui fait les cafés ici, peut-être. Qui va être. Tu crois que tu laisses la possibilité ? Je crois. Après, on verra. Ouais. C'est toi et ta chance. Hein. C'est toi, tu la provoques. Et après, peut-être que je souhaite. Hein. Moi, quand je vois des jeunes qui démarrent, et je vois tout de suite si il a ce petit plus qui fait que il va pouvoir tenir. Parce qu'il faut tenir. Hein. C'est ouvrir sa galerie. Ensuite, il faut tenir. Il faut persévérer. Ouais. Comme dans tout business, je crois que l'un des plus gros secrets, c'est persévérer et apprendre de ses erreurs. Eh ben, Kamel, je te remercie beaucoup pour ton temps. J'aurais des millions de questions, mais on y reviendra lors d'un prochain épisode. Merci. Et puis, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, je crois, un petit Absolument. peu. Twitter, Instagram, Kamel Menour, voilà. Twitter, Kamel Menour. Voilà. Et sur Internet. Et puis, évidemment, sur 3 galeries dans Paris, une galerie à Londres. Absolument. Pour l'instant, c'est tout. Et d'autres à venir ? Non, pour l'instant, on est bien. On va déjà bien renforcer tout ça. Bon, écoute, je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance, beaucoup de plaisir dans la vie. Et puis à bientôt. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, que vous pourrez aujourd'hui sans problème aller ouvrir les portes des galeries d'art contemporain et bien plus à Paris et ailleurs pour peut-être, pour les plus chanceux d'entre vous, commencer une collection. En tout cas, pour ma part, je pense que, comme il le dit, je vais pousser ces portes et puis on verra le jour où je pourrai commencer cette collection. Voilà, n'oubliez pas de partager ce podcast, de suivre Génération Do It Yourself. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie. Génération Do It Yourself, épisode 13, c'est fini. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.